L'information vient de tomber, il n'y a même pas 10 à 20 minutes. Tout à fait. Et jusque-là, les services de l'armée, les services de communication de l'armée, au côté d'un train, dans le train, il y a un changote, au kangami le roi, mbinzo na kati. Dans le train, on voyager, même dans le même standing, il y a un train qui voyage en Belgique, dans la France. Et d'ailleurs, le confort qu'il y a dans nos trains là, train au réseau Tambola, Kinshasa Matadi, et ça, le confort que le train est belé à Bruxelles. On a le train belé à Bruxelles, dans Paris. Ah, ça c'est vraiment besoin de mais non, bon, mais papa. Train à Congo, les gars à Bruxelles. Merci aux serviteurs de Dieu, aux intercesseurs et à toutes celles et tous ceux qui ont porté ce sommet dans la prière et le service. Mais ici, je voudrais vraiment rendre hommage et remercier infiniment nos deux grands leaders, nos deux grandes personnalités de Dieu. Je pense ici à la pasteur Paula White et à l'archibishop Nicolas Duncan Williams. Que Dieu vous bénisse richement et merci pour votre visite dans ce pays, une visite qui restera gravée dans nos mémoires et une visite qui, à mon avis, est un tournant dans le destin de ce pays. Notre pays a traversé des temps de frères. Mais ce soir, je veux redire devant Dieu et devant vous, la République démocratique du Congo a choisi l'espérance. Notre espérance n'est pas une naïveté. Elle est une force qui nous met debout, nous réconcilie et nous engage au travail. Je voudrais, ensemble avec vous, faire ces deux prières pour notre pays. Ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On peut signer des accords, on peut signer des alliances, on peut signer n'importe quel type de protocole, mais tant que nous n'aurons pas organisé notre système de défense, c'est-à-dire la construction de l'armée, de la police, des services, nous serons toujours agressés par des pays qui nous entourent. Non, s'il vous plaît, parce que certains généraux sont interpellés. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non. Donc vous pensez que... Bien, ça ne va pas. Non, mais est-ce que... Non, mais si ça ne va pas. Si ça ne va pas, il faut interpeller. Et alors la question, c'est sur la priorité. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord structurer l'armée? Mais qui doit définir la priorité? Vous et moi ou bien le gouvernement? Qui doit définir la priorité? Le régime de Kabila. Je suis là pour faire la comparaison. Parce qu'il s'agit d'une question de responsabilité politique d'un président qui a hérité d'un pays qui a été en deçà du standard moyen. Est-ce qu'un président peut se plaindre? Comme le fait Tshisekedi à tout moment. Parce qu'il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il est le garant. Comment un garant peut se plaindre? Si Dieu se permet de se plaindre, à combien plus forte raison un président de la République? Dieu ne se plaint pas de notre comportement en tant qu'humain. Et alors? Il ne faudrait pas prendre le débat de la rue, les débats abordés par le commun de mortels pour un débat des élites que nous sommes. Non, mais vous ne pouvez pas poser... Ça, ce n'est pas un débat de la rue. Vous ne pouvez pas poser une question sur la plainte du président. Économiquement mondial, donc il peut nourrir la RDC, tout le monde plutôt. Mais comment se fait-il? Cher ami, s'il vous plaît. Vous savez, il faut recadrer les questions par moment. Et il faut mettre le point sur le i en tant que journaliste. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Non, mais s'il vous plaît, vous n'êtes pas un acteur politique. Chaque État, 7 ans, ça fait s'il vous plaît, 7 ans. S'il vous plaît, Oui.
Que l'armée n'est pas structurée. Je vous ai dit que l'État congolais n'a pas que l'armée comme priorité. Ou alors admettez qu'on arrête tout et pour que tout soit concentré sur l'armée. Là, ça peut se faire au bout d'un mois. Tout sera résolu. Mais parce que nous n'avons pas le moyen pour l'instant de tout arrêter et de ne concentrer que tout sur l'armée, nous devons faire la part de choses. Autant nous nous occupons sur le social des Congolais, autant nous nous occupons sur la question sécurité. Je ne sais pas pourquoi on doit interdire au président de la République de croire à la prière et à la force divine de son Dieu, le Tout-Puissant. Finalement, on reproche quoi, Tshisekedi? On le reproche, moi je le reproche pas. Mais je ne le comprends pas. Je ne le reproche pas, Manix. Je me pose la question au lieu d'acheter les armes. Non mais qui vous dit que, entre la prière et les armes, qui peut chasser les ennemis? Voilà, vous m'avez donné raison, que vous faites un raccordement frauduleux. Kinshasa, en quelques jours de l'élection à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, nous avons un invité sur ce plateau pour parler sur cette question un peu très brillante. On ne sait pas qu'est-ce qu'aujourd'hui, à quelques jours des élections au sein de la Chambre basse du Parlement, mais la question du questeur adjoint n'est pas encore connue. Qui sera réellement le représentant ou soit le représentant de l'opposition dans ce poste? Nous allons parler avec Manix Iyenda parce que ça tire de partout entre Christelle Wanga, la candidature de Christelle Wanga, largement contestée, largement aussi réclamée. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau d'Assemblée pour la République de Moïse Katumbi? Manix Iyenda est l'invité du jour, mesdames et messieurs. C'est pour la toute première fois que soit l'invité de l'émission au service de la nation. Avec lui, de Toko Meka Kosolamo Makambu Oyo Etali, Assemblée nationale, Makambu Etali, interview à déclaration à chef de l'État, où il y a Sengi Kedon, il y a Sengi des prières lors de Zalaki Lobby, invité par la clôture de culte par une église de réveil ici en République démocratique du Congo. Le président de la République a dit recommander le pays entre les mains de l'Éternel. Pour lui, il croit encore à la prière pour que la situation de la RDC soit complètement élaguée ou que les solutions puissent être trouvées. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous Manix Iyenda qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Comment vous allez? Bonjour et grand merci pour l'invitation. Oui, ça va, Dieu fait grâce. On s'accroche. Merci beaucoup, Manix Iyenda. Les gens n'arrivent pas à bien vous définir. Moi, je vous appelle souvent Maître Manix Iyenda. D'autres personnes, on ne sait pas est-ce que vous êtes maître, on peut vous appeler le maître, influenceur, communicateur, politicien, opposant ou soit du pouvoir. On ne sait pas vous définir, Manix Iyenda, jusque-là. Est-ce que c'est possible que vous pouvez vous définir en quelques mots? Non, mais Manix Iyenda, c'est un avocat de profession. Je suis du barreau de Kinshasa Matete. J'ai un cabinet d'attache, le cabinet Okito. Je suis juriste de formation, chercheur en droit public, spécialiste sur la question de droit constitutionnel. Je suis acteur politique. Acteur politique. Acteur politique. De l'opposition ou de la majorité? Je suis d'abord acteur politique. Le bord, ce ne sont que de tendances. Et les tendances sont tellement variables que vous pouvez peut-être me définir dans le temps. Mais actuellement, je ne suis qu'un simple adhérent à la vision du président de la République. On peut dire aussi Manix Iyenda l'influenceur. Bon, qu'il plaise à vous de me qualifier ainsi.
du moment où vous réalisez que j'ai quand même influencé, pourquoi pas une catégorie de Congolais? Positivement ou négativement? C'est à vous d'apprécier parce que c'est vous qui me qualifiez d'influenceur. Non, ce n'est pas nous, l'opinion publique. Non, mais moi je ne dis pas que je suis influenceur. Mais vous me qualifiez d'influenceur, alors c'est à vous de voir si je suis influenceur positivement ou Il y négativement. a même quelqu'un qui m'a dit, est-ce que réellement il est avocat? On ne l'a jamais vu avec la touche. Mais moi, je sais très bien que moi, je vous ai connu à l'UNIKIN, à la faculté de droit. Moi, personnellement, je vous ai connu à l'UNIKIN, en train d'apprendre le droit. Mais vivant votre influence médiatique, beaucoup, ces casquettes remises souvent en cause par ceux qui vous suivent. Je ne suis pas venu ici pour opiner sur les spéculations de gens. Vous m'avez demandé de me présenter, je l'ai fait. Je vous ai dit que je suis avocat. Merci. Et non, après, vous vous dites, il y a des gens qui remettent en cause sur ma qualité d'avocat. Vous voulez que je dise quoi dessus? Donc, vous les rassurez quand même. Non, je ne suis pas là. Non, s'il vous plaît, passons à l'essentiel. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas là pour rassurer les gens. Je ne suis qu'un simple Congolais qui essaye de réfléchir sur les questions politiques. Je suis un acteur politique. Si vous avez des questions de droit, je vais réfléchir sur ces questions-là en tant que juriste et avocat de profession. Merci. Et mon point de vue ne fait pas l'unanimité. Ce n'est qu'une intelligence relative à prendre et à laisser. Merci Manik Seyenda. Que l'OCTIR faites-vous en général par rapport à la situation qui se passe à l'Assemblée nationale? En quelques jours de l'élection à l'Assemblée nationale, jusque-là, la candidature de l'opposition reste toujours vacante. Ce poste reste toujours... On ne sait pas qui va occuper réellement ce poste. Vous avez dit à l'entrée de l'émission que vous êtes un acteur politique. Que l'OCTIR vous faites par rapport à ce que nous voyons au niveau d'Assemblée pour la République et particulièrement le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale? Bon, vous savez, par moment, il faut laisser le vent de la démocratie souffler. Nous sommes dans un régime démocratique et la RDC prône pour la démocratie parlementaire. Il est vrai, les postes sont vacants, on doit organiser les élections et que ceux-là qui ont postulé moyennant leur dossier de candidature régulièrement retenu par la commission qui s'en occupe, à ceux-là de battre campagne, à ceux-là de convaincre les députés nationaux pour qu'ils soient élus aux postes respectifs. Maintenant, après, les débats autour de l'approche de M. Christian Mwando vers l'union sacrée de la nation, tout en étant membre des Ensemble pour la République, parti de l'opposition, cher à M. Moïse Katumbi, moi je pense que cette démarche-là n'est pas du politiquement correct. Parce que vous ne pouvez pas, vous d'obédience, opposition politique, aller solliciter la sympathie d'un pouvoir contre qui vous critiquez en longueur de journée. C'est incohérent, c'est incongru. Le poste leur revient. Non, mais peu importe, mais vous ne pouvez pas solliciter la sympathie du pouvoir en place. Moi, pour ce poste-là de rapporteur adjoint au sein du bureau de l'Assemblée nationale, je continue de jeter mon dévolu sur Christelle Vwanga. Sur quels critères Christelle Vwanga mérite ce poste? Mais c'est l'une des figures parlementaires connues par sa production législative. Son engagement et abnégation parlementaire, elle est tellement dynamique pour tout ce qui concerne les activités parlementaires. C'est une femme engagée, une actrice politique de qualité. Je le connais de par sa probité morale, son attachement à la patrie et son engagement pour une politique active. Et pour moi, je pense que le choix d'une telle femme vaut son pesant d'or au sein du bureau de l'Assemblée nationale, parce que Christelle Vwanga, j'estime que ce serait une femme qui va représenter valablement la femme congolaise au sein du Parlement. Vous estimez, mais ceux qui ont
ceux qui le côtoient et ceux qui co-gèrent avec lui, sa famille politique, se diverge avec sa politique. Vous vous estimez, mais je pourrais dire, ces autorités disent que ce n'est pas lui. Que faut-il faire maintenant pour que, si au cas où peut-être sa candidature n'est pas... Vous savez, à un moment donné, notre pays avait fait quand même un petit pas vers l'avant en ce qui concerne l'autonomie et la responsabilité de chaque député. En dissociant, par exemple, le mandat d'un député à la responsabilité politique liée au parti. Les mandats que porte un député, ce n'est pas le mandat du parti, mais plutôt le mandat du peuple. C'est le peuple qui donne à un député un mandat d'aller les représenter au niveau du Parlement. Même si le système électoral est celui des proportions de listes, parce qu'il s'agit des listes des partis politiques qui sont envoyés au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, mais le mandat que porte un député national est un mandat du peuple. Et pour ça, les répondants en termes d'action d'un député national, c'est le peuple. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a deux étapes. Il y a l'étape politique, où un député, politiquement parlant, peut bénéficier de la bénédiction de sa famille politique, de son parti politique, ou encore d'un regroupement politique, comme c'est le cas pour Aimé Boji, qui a bénéficié de la bénédiction politique de l'Union sacrée de la nation. Ça, ce n'est qu'une dimension politique. Mais au-delà de la dimension politique, il y a la dimension institutionnelle. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une commission qui a été créée pour analyser, traiter les dossiers de chaque candidat. Et cette commission-là ne tient pas compte d'obédience politique de tout un chacun. Il suffit que vos dossiers soient régulièrement inscrits et déposés au niveau de la commission et on vous retient comme candidat. Hormis les candidats venant des partis politiques, il y a des candidats indépendants qui existent. Si quelqu'un n'a pas obtenu les quitus de son parti politique, il peut se présenter comme un candidat indépendant. Et donc aujourd'hui, il serait tout à fait normal qu'un candidat ou qu'un député candidat à tel poste soit élu par les députés nationaux, non pas au nom de son parti, mais plutôt au nom de sa compétence. En parlant par exemple de Christelle Vwanga. Moi, je ne sais même pas quelle est la tribu de Christelle Vwanga, quelle est sa province. Je ne m'intéresse même pas à son bord politique. Mais je ne connais que sa compétence. Je ne connais que sa probité morale. Quand vous décryptez un peu ce qui se passe concernant la question, selon vous, Christelle Vwanga-Soubi, cet acharnement de Christian Mwando, pour quel fait? C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, mon frère. Même Christian Mwando, à son niveau, je crois qu'il a été reproché par le directoire politique des Ensembles. Parce qu'il n'avait pas reçu le mandat des Ensembles comme parti politique pour aller plaider pour la cause d'un candidat ou d'une candidate auprès du directoire politique de l'Union sacrée de la nation. C'est une cohérence politique. C'est une incommodité politique dans le chef de M. Christian Mwando. Qu'à cela ne tienne, c'est du politiquement correct. Au-delà de tout, c'est les députés nationaux, c'est-à-dire la plénière, qui détiennent le dernier mot pour ce qui concerne le choix de ceux qui vont constituer les bureaux de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous condamnez Christian Mwando d'avoir entré Je ne le condamne pas. Je ne porte que mon petit jugement sur sa démarche qui n'est pas du tout correcte. Et parce que on va assister aux élections. Ouais. Et si l'Assemblée ne porte pas votre candidature, vous ne serez pas élu. Pourquoi pas Christian Mwando aller solliciter aussi le soutien de l'Union sacrée pour que les candidatures, sa candidature aussi soit votée? Parce qu'on peut aussi être... la candidature peut être acceptée, mais pas être votée. Non, il ne faut pas inverser le rôle. L'organe le plus important auprès de qui vous pouvez solliciter le suffrage, c'est simplement la plénière. La démarche la plus plausible pour Christian Mwando ne pouvait pas être celle qui consiste à aller vers les directoires politiques de l'Union sacrée de la nation.
Ce n'est pas Mbata qui vote. Ce n'est pas les bureaux de l'Union sacrée qui votent. Il peut donner un mot d'ordre. Non, mais écoutez, c'est à aller vers les députés nationaux, convaincre les députés sur le profil de son candidat. Point barre. Aller vers l'Union sacrée comme bureau, comme bâtiment, comme structure, comme regroupement politique, en réalité, fait de M. Christian Mwando membre de l'Union sacrée de facto. Et c'est ce qui est incommode sur le plan politique. Merci beaucoup, Manik Seyenda. Parlons de l'arrestation du général John Chibangu, parce qu'il fait son travail dans nos provinces de la République. Mais ça fait quelques jours qu'il séjourne ici à Kinshasa, mais nous venons d'apprendre qu'aujourd'hui il est interpellé. Pouvez-vous avoir ces informations sur son interpellation? Si oui, pourquoi les généraux? Il y a eu une série d'interpellations de généraux congolais. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la scène politique congolaise? Non, mais il ne s'agit pas de la scène politique, parce que le général n'est pas un acteur politique. Qu'est-ce qui se passe dans l'appareil Déjà, d'entrée de jeu, en ce qui concerne l'interpellation de monsieur le général John Chibangu. John Chibangu, je ne connais pas le tenant et les aboutissants. L'information vient de tomber, il n'y a même pas 10 à 20 minutes. Tout à fait. Et jusque-là, les services de l'armée, les services de communication de l'armée congolaise, le porte-parole de l'armée n'a pas encore éclairci sur la raison de son interpellation. S'il faut faire les décryptages de tous les généraux interpellés, il y a toute une série des généraux qui sont interpellés. Selon vous, quel décryptage vous faites par rapport si dans l'armée, dans un pays où les généraux commencent à être interpellés à tout moment? Mais qui ne doit pas être interpellé dans ce pays? Même le président de la République est interpellable. Par qui? Mais par le parquet, près la Cour constitutionnelle. Ici en Afrique, il faut être réaliste, M. Manix. Non, mais moi, je vous parle de la norme qui existe. Je vous ai dit, tout le monde est interpellable. Si le président de la République est interpellable, à combien plus forte raison? Un général, un ministre, un député, un premier ministre. Nous sommes dans un état dit de droit. Nous sommes dans une république. Et dans une république, c'est l'ensemble des institutions qui existent, ainsi que le service d'attache qui travaille aux côtés de l'État pour assurer notamment la sûreté de l'État. Si les services estiment qu'il y a des informations nécessaires auprès de M. John Chibangu, que nous devons tirer pour avoir une certaine lecture par rapport à une situation sécuritaire donnée, pourquoi n'est pas interpellé? Si vous ne le savez pas, parce que tous les jours, les autorités du pays, les membres du gouvernement, les gouverneurs de province, les DG, les directeurs, tous les jours, les gens sont interpellés. Peut-on dire qu'il est détenteur des informations qui portent atteinte à la sûreté de l'État? Je ne sais pas dire plus et je ne sais pas faire une prémonition sur un dossier que je ne connais pas. Il a été interpellé, attendant que l'armée congolaise nous donne des raisons claires sur son interpellation. Mais pourquoi la médiatisation des interpellations de généraux? Non, mais c'est vous qui médiatisez maintenant. Non, on nous donne des informations. Pourquoi c'est d'ailleurs sur le réseau? Non, mais justement, on nous envoie des informations. On vous a envoyé les informations sur les réseaux sociaux. Ça se trouve déjà sur les réseaux sociaux. Pourquoi un général est interpellé discrètement et que son arrestation est rendue publique, ou soit son interpellation est rendue publique? Qui l'a rendu public? Pourquoi maintenant les réseaux sociaux sont... Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas répondre à la place des réseaux sociaux ou de gens qui ont publié cette information parce que je ne sais pas leur source d'information. Je ne sais pas. Vous savez, les informations circulent dans plusieurs canaux. On peut tirer une information. Vous pouvez avoir un contact d'un général qui vous informe de manière officieuse que oui, M. John Chibangu vient d'être arrêté. Mais je vous ai dit les canaux officiels. Du moment où l'armée congolaise, de manière officielle, le porte-parole de l'armée ne nous a pas encore dit des raisons pour lesquelles M. John Chibangu est interpellé,
Moi, je ne sais pas dire plus. Merci beaucoup, Manik Seyenda. Nous allons parler du dossier de l'Assemblée, plutôt du trait de l'ONATRA. Prenons un peu ces sujets un peu en clair. En une seconde, vous allez grignoter un peu là-dessus. Et puis nous allons parler du dossier de Mobondo parce que au lieu même de parler, arriver sur ces deux sujets, j'aimerais demander à la technique s'il peut nous mettre la vidéo du ministre Julien Paluku pour voir comment est-ce qu'il a réagi. Je peux même dire que il a refité la démarche du gouvernement tendant à prôner le dialogue pour établir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons d'abord suivre la vidéo de Julien Paluku et puis nous allons revenir à la technique. On peut signer des accords, on peut signer des alliances, on peut signer n'importe quel type de protocole, mais tant que nous n'aurons pas organisé notre système de défense, c'est-à-dire la constitution de l'armée, de la police, des services, nous serons toujours agressés par des pays qui nous entourent. Parce qu'ils savent qu'il y a une faiblesse sur laquelle ils s'appuieront toujours sur cette faiblesse. L'Europe, qui a la dimension de la RDC, a 1 200 000 militaires. Mais nous, on n'a pas les dixièmes de cette population militaire de l'Europe. Et donc je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, est sur cette voie-là pour doter la RDC finalement d'une armée capable d'opposer une résistance à tout pays du monde. Parce que lorsque nous disons que nous avons des richesses de 24 000 milliards, c'est tout le monde qui lorgne sur nos richesses. Et si nous n'avons pas une capacité de nous protéger, nous allons nous plaindre pendant 100 ans, eh bien, nous ne retrouverons pas la paix. Que ces trêves, que ces cessez-le-feu qui sont accordés ça et là, soient des occasions pour la République de s'organiser en interne. Lorsqu'on aura une armée équipée, modernisée, une armée suffisamment forte, eh bien, aucun pays en Afrique centrale ne pourra, eh bien, je dis bien, ne pourra venir faire des aventures en RDC. Et je crois, lorsque vous voyez les niveaux de formation actuels qui s'est fait, il n'y a pas de publicité sur ça. Le président Tshisekedi est sur cette voie-là. Et je crois les années qui viennent donneront raison à nous qui croyons à ces pays qu'il sera possible de bâtir une armée forte parce que l'Afrique du Sud l'a fait, l'Égypte l'a fait. Il n'y a aujourd'hui aucun pays qui peut agresser ni l'Égypte ni l'Afrique du Sud parce que ces pays ont construit la capacité militaire de réagir à tout moment. Le Rwanda, c'est 80 fois plus petit que la RDC. La RDC, c'est 80 fois plus grande que la RDC. Et donc, les rapports de force sont de notre côté. Merci beaucoup, Derrick Lukeba, le maestro, de nous avoir balancé la vidéo, l'interview de l'extrait de Julien Paluku, le ministre Julien Paluku. Je reviens vers vous, cher Manix. Ça concorde avec le sujet qu'on vient de parler ici sur l'interpellation de John Tshibangou, où on ne sait pas encore pourquoi il est interpellé. Est-ce que pouvons-nous dire ou affirmer que Julien Paluku a raison? Parce que lorsqu'il dit que lorsqu'on aura une armée organisée, structurée, on va faire peur au monde. Cela veut dire que la RDC n'a encore une armée structurée. Est-ce que nous pouvons lui donner raison réellement avec tout ce que nous voyons ici, les généraux interpellés partout? Non mais, il a raison de le dire. Il a raison de le dire. Mais bien sûr, il a raison de le dire. Il n'est pas le seul à le dire. Même moi, je le dis tout le temps. Même le président de la République le dit tout le temps. Et pourquoi la situation perdue? Non mais parce que nous avions hérité une armée qui a été déjà infiltrée. Nous avions hérité une armée qui n'a pas été structurée. Une armée contenant beaucoup de problèmes, avec des officiels et des officieux qui étaient pratiquement à la merci de l'ennemi. Il faudrait procéder à un toilettage. Aujourd'hui, nous parlons d'une agression. L'agression rwandaise contre le Congo. Il est vrai, comme l'a dit Monsieur le ministre Julien Paluku, nous pouvons obtenir une paix par la voie diplomatique. Il ne croit pas aux accords, selon lui. Non, mais parce que une paix obtenue par la voie
de dialogue, tout comme des négociations, c'est-à-dire la voie diplomatique, n'est qu'une paix temporaire. Mais une véritable paix obtenue par la victoire d'une armée, c'est cela une paix durable. D'ailleurs, on dit qu'il veut la paix prépare la guerre. C'est à l'armée d'assurer la paix. En cas de menaces territoriales, en cas de guerre d'agression, en cas d'occupation illégale, comme c'est le cas de groupes rebelles M23 AFC sur le territoire congolais, c'est à l'armée d'assurer l'intégrité territoriale, de garantir l'intangibilité de nos frontières. C'est à l'armée de protéger la population congolaise. Mais pour que l'armée soit à même d'assurer convenablement sa mission, il faut que cette armée soit au départ structurée. Qui doit faire ce travail? Non, Qui mais doit organiser l'armée? Mais c'est le gouvernement. Et pourquoi il ne le fait pas? Non, mais c'est une question de temps. Une armée qu'on a... Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Une armée qu'on a héritée. Et déjà que le pays n'a pas que l'armée comme problème. Si le pays s'est engagé à résoudre le problème de l'éducation en rendant gratuit l'enseignement de base, si le pays s'épanche un tout petit peu sur le côté politique, sanitaire, pour rendre gratuit la maternité, si le pays se permet de construire des routes, c'est parce que au-delà du problème sécuritaire, il y a d'autres problèmes majeurs qu'il faut ipso facto résoudre. Alors qu'au départ, nous n'avons pas assez de moyens. Et donc la volonté manifeste du gouvernement sur l'armée congolaise, c'est une voie qui nous engage vers une armée équipée et structurée. Ce n'est pas sous Joseph Kabila qu'on a doté à l'armée congolaise d'un budget qu'elle a aujourd'hui. Ce n'est pas sous Joseph Kabila qu'on a doublé le solde de militaires comme c'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas sous Joseph Kabila qu'on est en train de construire une usine pour la confection de tenues de nos militaires ici au Congo. Nous ne sommes pas dans une émission comparative, M. Manix. Non, mais nous parlons ici, il faut même... Non, mais vous ne pouvez pas m'interdire de faire la comparaison. Non, je ne vous interdis pas, mais c'est à vous de faire, mais nous ne sommes pas ici pour faire des non, mais moi je suis là pour faire la comparaison. Moi je suis... Non, oui, je suis là... Avec le régime de Kabila. Je suis là pour faire la comparaison. Parce qu'il s'agit d'une question de responsabilité politique d'un président qui a hérité d'un pays qui a été en deçà du standard moyen. Est-ce qu'un président peut se plaindre comme le fait Tshisekedi à tout moment? Parce qu'il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il est le garant. Comment un garant peut se plaindre si Dieu se permet de se plaindre, à combien plus forte raison un président de la République? Merci. Dieu ne se plaint pas de notre comportement en tant qu'humain. Et alors? Il ne faudrait pas prendre le débat de la rue, les débats abordés par le commun de mortels pour un débat des élites que nous sommes. Non, mais vous ne pouvez pas poser... Ça n'est pas un débat de la rue. Vous ne pouvez pas poser une question sur la plainte du président. C'est quoi l'intérêt autour de cette question? Parce que si le président qui est considéré le donneur de solutions, de toutes les solutions de la République... Mais qui vous dit que parce qu'on donne les solutions, on ne peut pas se plaindre? Un parent qui donne les solutions aux problèmes de ses enfants, n'a-t-il pas le droit de se plaindre du comportement de ses enfants? Mais merci. Je ne comprends pas votre logique. Ne restez pas dans la logique des opposants. Restez journalistes professionnels qui posent des questions qui doivent édifier notre peuple. Je suis professionnel, je le resterai toujours. Voilà. Vous venez de dire ici que tout est question de priorité. Parce que quand je vous ai demandé pourquoi l'armée n'est pas structurée, vous avez dit il faut le temps. L'armée est en train d'être structurée. Laisse-moi finir ma question, vous allez répondre. Ouais. Vous avez dit c'est question de temps. Mais bien sûr. Et vous avez cité la priorité que le gouvernement aussi avait. Vous avez notamment cité l'éducation, vous avez structuré et cité... D'ailleurs, tout le secteur de la vie nationale sont prioritaires. La maternité... Ouais. Mais non, dans tout ce que vous venez de citer là, et la sécurité, qui est la priorité? Est-ce qu'une maman peut aller à l'hôpital dans une ville où il y a les Mobondo, il y a de la sécurité en permanence, il y a des généraux interpellés à tout moment, donc on peut attendre à tout.
Pendant même qu'on fait l'émission ici, on peut s'attendre à tout. Parce que même les généraux, les gens qui sont censés sécuriser la population, combattre pour ce pays, sont interpellés à tout moment. Est-ce que pouvez-vous dire que non, la priorité vraiment c'était la maternité? Non, cher ami, s'il vous plaît, moi je ne vous laisserai pas aller dans une direction aussi suicidaire, s'il vous plaît. Ne donnez pas l'impression de jeter un discrédit sur le service de notre pays. Non, non. Non, s'il vous plaît, parce que certains généraux sont interpellés. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non. Donc vous pensez que... Bien, ça ne va pas. Non, mais est-ce que... Non, mais si ça ne va pas. Si ça ne va pas, il faut interpeller. Et alors la question, c'est sur la priorité. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord structurer l'armée? Mais qui doit définir la priorité? Vous et moi ou bien le gouvernement? Qui doit définir la priorité? C'est le Moi, je ne comprends même pas la logique de votre question. Vous voulez dire quoi? Parce que l'armée a des problèmes, parce que nous avons un problème d'insécurité dans la partie Est, alors on doit tout arrêter. On ne doit plus payer les fonctionnaires de l'État. On ne doit plus s'occuper de l'éducation de nos enfants. On ne doit plus s'occuper de la santé des Congolais. C'est ce que vous voulez dire? C'est le ministre qui vient nous parler. Non, mais les ministres n'ont pas structuré. Mais le ministre n'a pas dit ce que vous dites là. Vous interprétez les discours du ministre. Le ministre exprime le vœu de structurer l'armée. Et il a reconnu certaines avancées significatives par rapport à la structuration de notre armée. Il a reconnu. Je vous ai dit, c'est pour la première fois que nous avons pu relever au moins, ne serait-ce que le budget de l'armée. Quelques années passées, notre armée avait comme budget à peine 400 millions de dollars. Est-ce que c'était question d'abord de budgétiser l'armée ou c'était question de structurer l'armée, avoir une armée dissuasive? Cher ami, et autres. Vous êtes en face de quelqu'un qui est très outillé sur la question de la gestion de la République. Lorsque vous me posez des questions, s'il vous plaît, soyez quand même... mettez un peu de la hauteur sur les questions posées pour me permettre effectivement de répondre aux questions. Donc, moi je parle de mais la priorité. Comment on peut... Non mais s'il vous plaît. La priorité. S'il vous plaît. Moi je ne suis pas d'accord avec votre façon de formuler les questions. Comment on peut parler de la structuration d'une armée si on ne tient pas compte de l'enveloppe financière, c'est-à-dire du budget destiné à l'armée? On peut financer un traître. Enfin, on peut augmenter un général peut-être qui touchait 1 000 $ et puis on dit qu'on lui donne 2 000 $, mais c'est un traître. Écoutez, tenez. Il y a 4 critères majeurs pour faire d'une armée une armée dissuasive. Une armée puissante. Une armée capable d'assurer l'intégrité territoriale. Premier critère, c'est le budget. Il faut prévoir une enveloppe financière importante pour répondre aux problèmes d'ordre sécuritaire. Parce qu'il faut payer les militaires. Il faut acheter des armes. Il faut équiper le camp militaire d'un dispositif matériel important. Là, je suis d'accord. S'il vous plaît. Là, je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord, mais laissez-moi continuer. Il y a la dimension sociale qui entre dans cette question de la sécurité de notre armée. Il faut construire des infrastructures sanitaires, les hôpitaux dans des camps, les écoles dans des camps militaires. Tout ça là, ça demande de l'argent. Il faut acheter des avions de guerre, des bateaux de guerre, des hélicoptères, et ainsi de suite. Et donc, premier critère, le budget. Deuxième critère, c'est la formation. Il faut former les officiers de notre armée pour qu'ils soient à même de mener la guerre et de manière professionnelle. Au niveau de l'armée, nous avons des entités. Il y a ce qu'on appelle l'armée terrestre. Il y a ce qu'on appelle la force navale. Il y a ce qu'on appelle l'armée intelligente, c'est-à-dire les services de sécurité et de défense. Oui. Et il faut former ces gens-là. Qui sont les commandos de guerre actuels dans notre armée? Qui sont les parachutistes
au sein de notre armée? Qui sont les diplomates en ce qui concerne la question de sécurité et défense au sein de notre armée? Tout cela demande des réformes, des structurations pour mettre en place des véritables structures qui vont assurer la formation de nos militaires. Troisième critère. Troisième Critère. C'est l'effectif. Effectif. Et en ce qui concerne l'effectif, notre armée a un avantage sur le nombre. Parce que comparablement aux différentes armées de certains pays en Afrique, la RDC sur le plan effectif au militaire est de loin. Par exemple à l'armée rwandaise, l'armée ougandaise. Même l'Afrique du Sud qu'on a cité tout à l'heure par le ministre, en termes d'effectifs, l'effectif militaire de l'armée congolaise est de loin. Et sur le plan de l'effectif, nous occupons pratiquement la 5e place après l'Érythrée, après le Soudan du Sud, après le Maroc et après l'Égypte, avec un effectif de plus de 150 000 militaires. Que nous avons. Donc, c'est déjà un avantage. Plus de militaires que l'Afrique du Sud. C'est déjà un avantage, mais bien sûr que oui. Mais nous sommes un pays qui n'est pas dissuasif. Non, mais c'est parce que certains critères préalablement cités ne sont pas résolus. Notamment le critère de budget, le critère de la formation, mais aussi de la dotation d'un dispositif matériel important. Nous n'avons pas de matériel. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'armée, faire la guerre, ça nécessite aussi la dimension numérique? Aujourd'hui, on fait la guerre avec des drones. Aujourd'hui, on fait la guerre avec l'intelligence artificielle. Ça doit prendre combien de temps pour que tout ce que vous venez d'énumérer là... Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Je ne suis pas un expert sur les questions militaires. Ce n'est pas à moi de déterminer le temps voulu pour mettre tout cela en musique. Mais tout ce que je sais, c'est que le gouvernement congolais est dans une dynamique de restructurer l'armée. Et rassurez-vous, dans les jours à venir, notre armée serait dissuasive et capable d'arrêter l'hémorragie de l'insécurité qui caractérise la partie Est dans notre pays. Moi, je le crois. Si vous ne le croyez pas, moi, je le crois. Pourquoi pas croire? C'est le pays... Non, mais parce que je vous sens assez Non, ce n'est pas sceptique. Sceptique. Non, pardon. Je ne suis pas sceptique. Ouais. Je reste sur les faits. Le fait est que même le ministre vient de reconnaître que l'armée congolaise n'est pas structurée, n'est pas équipée. Mais je l'ai dit, ça ce n'est qu'un vœu, il faut structurer moi, en tant que journaliste, vous êtes mon invité, je vous demande la question de savoir, donc ça doit... Pourquoi c'est là? Ça doit prendre combien d'années pour que tout ce que l'exécutif est censé donner des solutions continue à décrier? Non, Julien Palouk, c'est un exécutif. S'il vous plaît, allons dans des exemples le plus simples. Chaque État... 7 ans, ça fait 7 ans. S'il vous plaît. Oui. Que l'armée n'est pas structurée. Je vous ai dit que l'État congolais n'a pas que l'armée comme priorité. Ou alors, admettez qu'on arrête tout et pour que tout soit concentré sur l'armée. Là, ça peut se faire au bout d'un mois. Tout sera résolu. Mais parce que nous n'avons pas le moyen pour l'instant de tout arrêter et de ne concentrer que tout sur l'armée, nous devons faire la part de choses. Autant nous nous occupons sur le social des Congolais, autant nous nous occupons sur la question sécurité. Il faut faire des efforts. C'est comme ça, c'est comme, s'il vous plaît. Acheter des drones, ça doit prendre combien d'années? Est-ce que vous savez déjà qu'on a acheté des drones? Est-ce que vous le savez? On a déjà acheté des drones. Vous êtes journaliste d'investigation, puisez l'information dans la source. N'est-ce pas que le Rwanda vient de décrier il n'y a pas une semaine passée que la RDC, au moyen de ses drones, a bombardé certaines zones sous contrôle du Rwanda? Mais c'est avec quel drone? Et qui ont acheté ces drones? Est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant, ça n'a les problèmes. Mais est-ce que la RDC n'a pas la capacité d'acheter des drones suffisants pour équiper tout le service militaire avec le matériel qu'il faut? C'est maintenant la question. On s'est dit que nous sommes un pays plus riche. On vient des COP 30. Vous avez suivi le discours de la ministre de l'Environnement, vous avez suivi le discours du chef de l'État. Plutôt les discours du chef de l'État au longueur de la journée. La RDC est un pays économiquement mondial, donc il peut nourrir la RDC, tout le monde plutôt.
Mais comment se fait-il? Cher ami, s'il vous plaît. Vous savez, il faut recadrer les questions par moment. Et il faut mettre le point sur le i. Lorsque le président de la République rappelle dans les concerts des nations les potentialités de notre pays, cela n'est qu'une réalité que nous ne pouvons pas ignorer malheureusement. Parce que nous avons en termes de richesses, en termes de ressources naturelles, une quantité que je ne sais pas mesurer. Mais pour qu'on parle du développement économique, il ne suffit pas d'avoir des ressources naturelles. Tant que les ressources ne sont pas transformées à des véritables produits économiques, cela ne profiterait pas au pays. Je vous donne des exemples. Je prends le secteur agricole. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables. Nous avons de sites greniers. Les experts agricoles ont même dit la RDC, au-delà de l'autosuffisance alimentaire, la RDC est capable de nourrir plus de 2 milliards de citoyens du monde. Bon, 80 millions d'hectares, oui. Mais quels sont le nombre des hectares au moyen desquels nous faisons de l'agriculture? C'est là la question. Est-ce que d'abord il y a la politique nationale de l'agriculture? Ah ben justement, ça c'est une autre dimension des gouvernances qui entrent dans la ligne de compte au-delà des richesses que Dieu nous a déjà données. Et il faudrait que ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République fassent preuve d'une gouvernance de qualité et d'un leadership assuré. Je vous donne un autre fait. Dans ce pays, vous avez connu, n'est-ce pas, le contrat chinois. Tout à fait. Ce contrat-là a été signé depuis 2008 sous l'égide de Joseph Kabila comme président de la République. Modifié sous Félix. Mais vous savez pourquoi on a modifié? Parce que vous savez pourquoi on a modifié. Peut-être ce que je connais, vous pouvez connaître autre. Non mais dites-moi, vous savez pourquoi on a modifié? C'est vous qui êtes mon invité, Manix. Si vous avez des informations, quitte à vous de le mettre à disposition. Laissez-moi vous donner des informations. Oui, oui. Le président Tshisekedi a modifié ce contrat-là parce qu'il s'agissait d'un contrat d'investissement déséquilibré. Ce contrat avait comme objet les minéraux contre l'infrastructure. Et pour ça, la Chine, en termes d'exploitation minière, la Chine a exploité plus de 7 milliards de dollars via exploitation de nos minéraux. Alors qu'en contrepartie, la Chine devrait construire 5000 logements sociaux. Cela n'a jamais été possible. 145 centres de santé. Cela n'a jamais été possible. 31 hôpitaux avec 150 lits par hôpital. Cela n'a jamais été possible. 2 aéroports, la réhabilitation de l'aéroport de Goma et de Bukavu, cela n'a jamais été possible. La construction de 2 barrages hydroélectriques, cela n'a jamais été possible. Et enfin, la construction de 3700 km de routes, cela n'a jamais été possible. Le président Tshisekedi y arrive. Même si vous ne voulez pas que je m'exerce dans cet élan d'études comparatives entre le président Tshisekedi et le président Kabila, je me permets quand même de le faire. Parce que je détiens encore ma liberté de penser. Le président Tshisekedi arrive. Il dit, Niet, nous devons imposer la loi de la réciprocité. Parce que ce contrat doit être un contrat gagnant-gagnant. On a imposé à ces Chinois. On a révisité le contrat. Et aujourd'hui, il y a des résultats. Je vous donne. Premier résultat, la route Rocade que nous avons aujourd'hui. Vers Ipen. Rocade, ce n'est pas seulement vers Ipen. Non, Rocade, c'est pas vers Ipen. Qui va vers l'aéroport. Non, mais... allez-y. Ça va au-delà de l'aéroport. Allez-y. Vous pouvez quitter Mongafou là par Rocade. Vous arrivez jusqu'à Maluku par Rocade. Pas seulement l'aéroport. Et cette route-là a été construite via le contrat chinois. Je vous informe. Je sais, La deuxième route, Kalambambouji. Une grande connectivité routière entre la RDC et l'Afrique australe. C'est pourquoi? C'est pour faciliter effectivement l'échange commercial, n'est-ce pas? Et c'est grâce à ces contrats chinois révisités par le président Tshisekedi.
Ça, c'est un élan Merci, d'une gouvernance Manix. de qualité. Merci beaucoup, Manix Yenda. Je comprends bien que le moment portant en 2027, vous faire un très bon travail pour faire le bilan du président Tshisekedi. Parce que là, je vois, vous faites déjà un bilan anticipé. Non, je ne fais pas le bilan. Vous faites déjà un bilan anticipé. Enfin, qu'à cela ne tienne, mais je vous étale des actions qui sont faites. Pour parler des actions qui sont faites, ça ne nécessite pas de faire nécessairement un examen bilan. Et nous, souvent, journalistes, c'est à l'RTNC qu'on fait l'éloge des actions, mais le journalisme aussi se penche souvent sur ce qui ne marche pas, sur ce que pour vous, qui ne marche pas. C'est seulement à la RTNC qu'on reconnaît en tant que journaliste. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Non, mais s'il vous plaît, vous n'êtes pas un acteur politique. Évitez. Je ne suis pas un acteur. Non, mais qu'est-ce qui vous dit que la RTNC n'est pas une télévision nationale? Parce que les discours qui sortent de là. Quel discours? Il y a un discours sélectif. Quel discours sélectif? Soyez clair, quel discours sélectif? Non, c'est un discours sélectif, Manix. Non, mais quel discours? Non, mais franchement, je dois vous interpeller sur cette question-là. Quel discours sélectif? C'est un discours sélectif. Mais lesquels? Soyez précis. Parce que vous jetez un discrédit sur la télévision nationale. Il y a même des discours de soulèvement de haine là-bas à la RTNC. À la RTNC? Oui. Mais donnez-moi un cas d'exemple. Mais après l'émission, je pourrais vous faire suivre mes émissions. Alors, si c'est après l'émission, il fallait alors attendre après l'émission pour faire ce genre d'affirmation. S'il vous plaît, Manix, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais vous l'avez évoqué, malheureusement. Ce n'est pas moi. Parlons autre chose. Parlons de Mobondo. Parlons Mobondo. Kinshasa n'est pas sécurisé, Manix. Qu'est-ce qui se passe, Mobondo? L'armée, le civil est en train de tuer à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Mobondo, ça fait bout de temps, Mobondo n'arrive pas à être maîtrisé par le service, par l'armée congolaise. Mais avant que je vous puisse donner la parole sur la question, je m'aimerais demander à la technique s'il peut nous faire voir le reportage militaire concernant le 60 milices Mobondo interpellés par le FARDC. La technique. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont poursuivi depuis 72 heures des opérations de ratissage dans les groupements de Kingakati à l'est de Kinshasa dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Menées avec professionnalisme, ces opérations ont permis la capture de 60 miliciens Mobondo et la neutralisation de 9 autres. Au cours de ces interventions, les FARDC ont également récupéré 22 armes, dont 15 fusils de type AK-47, ainsi que plusieurs machettes appartenant aux insurgés. Des soldats des FARDC ont été grièvement blessés lors des affrontements et reçoivent actuellement des soins appropriés. La situation sécuritaire s'est stabilisée sur la route nationale numéro 1, Kinshasa-Kikwit, désormais totalement sous contrôle des forces armées de la RDC. Les activités économiques et sociales s'y déroulent normalement. Contrairement à certains rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, le parc de la vallée de l'Ancélé n'a jamais été attaqué par les miliciens Mobondo. Le site est pleinement sécurisé. Cependant, plusieurs villages du groupement de Kingakati demeurent déserts, leurs habitants ayant trouvé refuge dans différents quartiers de Kinshasa par mesure de précaution. L'armée congolaise rappelle que le bilan demeure provisoire. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone enfant d'enrayer définitivement la menace Mobondo. Les forces armées de la République appellent les insurgés encore en fuite à se rendre avec leurs armes tant qu'ils en ont encore l'occasion. Enfin, elle remercie la population de Kinshasa en général et celle du groupement de Kingakati en particulier pour leur soutien et leur collaboration et les invite à continuer de coopérer avec les forces armées de la République pour éradiquer le phénomène Mobondo et permettre de déplacer les régions. Merci beaucoup la technique pour ce reportage Manix Yenda. Nous allons parler de ce sujet Mobondo, venez de suivre parce qu'il y a avant même d'arriver à cela, le parc de Kingakati était fermé par le responsable pendant quelques jours pour observer la situation qui s'est passée là-bas. Et maintenant, on voit que le FARDC vient quand même de neutraliser
de neutraliser quelques milices, un lot de milices, et neutraliser aussi, interpeller, neutraliser quelques milices. Comment se fait-il que le Mobondo, ou soit la milice, les miliciens des Mobondo sont des civils, mais incapables d'être maîtrisés? Notre armée est incapable de maîtriser ces civils. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais vous parlez de quelle milice? Mobondo, je parle de Mobondo. Et vous parlez de Mobondo dans quel cas? À Kingakati? Non, c'est pas Kingakati, mais tout au long de... Non. À l'est de Kinshasa. Non, À l'est de Kinshasa. cher ami, encore une fois, je vous donne une information. À l'est de Kinshasa. Non, s'il vous plaît. Merci. Si vous êtes ici, c'est pour les informations. C'est pour aussi Or, donner en les informations. réalité, c'est vous les journalistes qui devez informer. Nous avons des informations, mais peut-être quand nous appelons, quand nous vous appelons Non, comme ça, laissez-moi. c'est peut-être pour enrichir ce que nous connaissons déjà. Laissez-moi éclaircir sur cette question. C'est pour cela que vous êtes... Je suis très sensible lorsqu'on me pose une question qui n'est pas du tout cohérente. Quand on parle de Kingakati, il ne s'agit pas de la concession privée de Joseph Kabila. Le parc dont vous faites allusion. Il ne s'agit pas de ça. Kingakati, c'est tout un village. Tout à fait. Effectivement, les miliciens Mobondo étaient d'abord dans le village Kingakati. Ils n'étaient pas dans le parc Kingakati de Joseph Kabila. S'il vous plaît. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça ici. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il y a en trop de J'en milices là-bas. arrive, s'il vous plaît. Vas-y. J'en arrive. Vas-y. Alors, parce que le parc Kingakati de Joseph Kabila est dans le village, c'est tout à fait normal d'arrêter d'abord les activités. C'est pour protéger les paisibles citoyens qui viennent souvent visiter le parc. Tout à fait. C'est tout à fait normal d'arrêter les activités parce qu'il y avait des milices Mobondo qui étaient autour de ces parcs-là, dans le village Kingakati. Deuxième chose, et c'est même la raison pour laquelle je vous ai posé la question, il s'agit de quelle milice et dans quel cas? Parce que vous-même, vous avez présenté le fait comme tel, l'armée congolaise a su capturer ces milices, mais en même temps, vous posez encore la question de savoir pourquoi l'armée est incapable d'arrêter ces milices. Je ne comprends pas. Oui, oui, capturer, c'est une accalmie. Parce que le Mobondo ne commence pas d'aujourd'hui. Non, mais sur ce cas d'aujourd'hui, les cas dont vous avez fait mention dans votre question, il faudrait commencer d'abord par reconnaître la bravoure de l'armée congolaise. Parce qu'on a capturé plus de 60 milices de Mobondo. On a arrêté l'hémorragie. Peut-être que ça pouvait être pire. C'est pas la première fois. Non, mais c'est ce que je dis. Oh, ben, écoutez. En France, parce que vous ne voulez pas des comparaisons, la France est un État organisé ou pas? La France a une armée organisée ou pas? Mais qu'est-ce qui a permis aux terroristes d'aller et opérer, par exemple, au Bataclan et de tuer des gens? Charlie Hebdo, on a tué les gens. Alors vous allez dire quoi? Que l'armée française était incapable? C'est une armée faible du monde? Non. C'est vrai, le gouvernement doit asseoir une politique d'anticipation. Là où moi je ne suis pas d'accord, c'est le fait que ces groupes-là, ils ont quitté Bandundu pour s'approcher ici à Kinshasa. C'est-à-dire que demain, nous pouvons être surpris de voir ces milices en pleine ville de Gombe ici et créer de la panique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sur ça que nous devons interpeller le gouvernement. Mais pour ce cas-là, l'armée congolaise a fait un travail de titan parce que ces milices ont été capturées. Et la population congolaise a été épargnée du danger. Ça, c'est une information que vous devez donner au peuple congolais. Ne prenez toujours pas le tableau noir. J'ai l'impression que vous avez toujours une peinture noire pour peindre du tableau noir et dire aux Congolais, rien ne passe dans ce pays. Ce sont les préoccupations des Congolais. Mais il faut aussi dire aux Congolais les réalités comme telles. Oui, il y a eu un problème. Il faut aussi dire aux Congolais que ce problème-là a été stoppé. Le même Congolais se demande pourquoi la situation perdue de Mobondo. Mais effectivement, et ce sont des civils. Et nous interpellons l'armée, le gouvernement congolais de travailler comme il se doit pour arrêter l'insécurité qui se caractérise sur toute l'étendue du territoire national. Cela relève de la responsabilité du gouvernement,
le président, dans sa qualité de commandant suprême, il a l'obligation de faire un tennis dessus pour que cette insécurité s'arrête. Vous avez lu la lettre. Au-delà des Mobondo, vous savez qu'il y a des milices urbaines ici à Kinshasa, communément appelées le Kuluna. Oui, tout à Mais fait. nous devons arrêter cela. Et Nous des vivons fois, avec des milices ici. pourquoi des fois ces jeunes, on perd aux yeux des forces de l'ordre? Non, mais c'est parce que vous appelez ça force de l'ordre, mais en réalité, il y a l'absence de force de l'ordre. C'est ça maintenant, Manix. Je reviens Non, sur mais ce que- monsieur Julien ce qu'on Paloukou avait- a parlé de quelque chose de très intéressant. La proportionnalité entre la population et l'effectif de l'armée, tout comme de la police, à protéger le peuple. Ailleurs, on fait des calculs simples. Par exemple, Kinshasa a une population de près de 20 millions d'habitants. En temps normal, l'effectif de la police pouvait atteindre le nombre d'1 million de policiers. Parce qu'il faut faire des calculs. Un policier protège combien de Congolais? Ou combien de Quinois? Si déjà un policier a à sa charge 5000 Quinois, alors il est incapable d'assurer la sécurité. On aura de la difficulté d'assurer ce qu'on appelle la police de proximité. Il y a des zones, il y a des communes et des quartiers dont la police n'est pas représentée. Pourquoi? Parce que l'effectif de la police est tellement insignifiant. Encore que dans l'essentiel de cet effectif, dans la plupart des cas, c'est commis à la sécurité des autorités du Pouvez-vous pays. dire que Jacques Chaban ne connaissent pas ce que vous dites là? Mais s'il connaît ses problèmes, il doit le résoudre. Comment vous l'évaluez? Ce n'est pas à moi de l'évaluer. Comment vous analysez sa gestion? Non, mais c'est ce jusque-là? que je vous dis. S'il était conscient de cela, c'est à lui de résoudre ce problème. Est-ce que vous savez qu'il y a des SIAT et des sous-SIAT? À peine vous pouvez compter 5 policiers sans armes, En tôle. mais qui gèrent une agglomération qui contient plus de 500 000 habitants. Alors, en cas de problème, comment on va assurer la protection de cette population? Aviez-vous déjà compté le nombre de pollutions qui sont commis pour les autorités du pays? Allez dans des ministères. Merci beaucoup, Manix. Nous sommes presque à la fin. Voilà. Nous avons suivi la vidéo du président de la République au centre culturel, le plus grand centre culturel de Kinshasa ici, où il croit à la prière. Chaque fois, le président de la République croit à la prière. Ma question, c'est de savoir, peut-on croire à la prière pour mettre fin à tout ce que nous avions parlé tout au long de cette émission? Vous avez toujours... En fait, vous posez des questions comme des arbres qui cachent toute une forêt. C'est-à-dire, derrière chaque question, Comment ça? vous avez vos intentions à vous. Non, Donc, non, vous voulez dire, Je vous parce que pose le la chose... question Parce de que le, savoir. Non, non, non. mais je veux comprendre le sens de la question. Parce que chaque fois, le président recommande le pays entre les mains de l'Éternel. Il fait de prières Écoute, médiatisées. Je veux vous donner Oui. encore une autre information. Est-ce que vous savez que George Bush, le président américain à l'époque, il était membre dans une chorale? Non, peut-on croire S'il vous d'abord? plaît. Oui, oui. Mais comment ne Peut-on pas croire croire à quel- Comment ne pas croire à Mobondo la... sera chassé par la prière? Non, ça c'est votre question Oui. et votre compréhension de choses. Et moi je ne voudrais pas emprunter votre façon de comprendre les réalités du pays. D'accord, vas-y. Analysez, s'il vous plaît. Cela ne voudrait pas dire, c'est comme ça que je vous ai prêté des intentions. Parce que vous posez des questions et en réalité, vous avez votre compréhension sur la chose par rapport à vous-même. Cela ne voudrait pas dire parce que le président de la République prie et qu'il a tout lâché. Non. Ce n'est pas parce que le président de la République prie qu'on ne doit pas arrêter ces phénomènes Mobondo. Non. Même le président Trump est peut-être chrétien à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. À la Maison-Blanche, il y a toute une cellule chrétienne. Avant de commencer les réunions, à la Maison-Blanche, on fait des prières. Et alors, nous sommes un pays laïque, essentiellement chrétien. Le président de la République, dès le début de son mandat, il avait consacré ce pays entre les mains de Dieu. Nous sommes croyants. Et je ne sais pas pourquoi on doit interdire au président de la République de croire à la prière et à la force divine de son Dieu, le Tout-Puissant. Finalement, on reproche quoi à Tshisekedi? On le reproche. Moi, je le reproche. Mais je Je ne ne le vous reproche comprends pas. Je ne le reproche pas, Manix. Je me pose la question au lieu d'acheter les armes. Non, mais Pour qui mettre vous fin. dit que, Et que parce qu'on prie, entre la prière et les armes, Non, non. qui peut chasser les ennemis? voilà, vous m'avez donné raison, que vous faites un raccordement frauduleux. Qui Non, vous non, dit non, que non, parce non. qu'on prie, on n'achète pas les armes?
Qui vous a dit ça? Même Manix Yenda, parlons un dernier dossier des assemblées provinciales. Ah, j'ai pensé que vous allez parler du train. Parce que vous aimez trop les points les plus négatifs. Non, parlons Parce que vous l'avez évoqué au début de l'émission. Parlons des assemblées provinciales. Aujourd'hui, je vous ai mis quand même mal à l'aise. Hein? Non, c'est moi qui... Ça fait partie de la beauté de l'émission, n'est-ce pas? Non, moi j'aime vous recevoir sur le plateau parce que vous êtes trop posé et très rationnel et surtout très scientifique. Merci beaucoup. Nous allons parler des assemblées provinciales. Est-ce que croyez-vous au travail des assemblées nationales? Des assemblées nationales ou des assemblées provinciales plutôt. Ah, okay. Assemblées provinciales et je pourrais même dire de gouvernorat, excepté Kinshasa, de province. Bah. Parce qu'on voit, le député, il n'y a que de mentions à tout moment. Le gouverneur est parti. Le président de l'Assemblée nationale provinciale est parti. Et d'ailleurs, même à une séance de travail avec le VPM en charge de l'intérieur, ici, il vient même de sortir une décision interdisant la déchéance de ce dernier. Est-ce que croyez-vous réellement que le travail des assemblées provinciales vaut vraiment sa raison d'être? Bien sûr que oui. S'il n'y a pas des assemblées provinciales, il n'y aurait jamais de l'équilibre institutionnel au niveau de province. Mais il ne gère pas. Non, mais il ne gère pas, mais il contrôle ce qui gère. C'est pareil avec l'Assemblée nationale, mon ami. Même le gouvernement de province, on ne voit que les déchéances, les mentions à tout moment. Non, mais c'est ce que je vous dis. Vous m'avez posé la question de savoir si les travails des assemblées provinciales m'ont convaincu, n'est-ce pas? C'est en cela que je réponds. Vas-y. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'il y ait des assemblées provinciales pour créer l'équilibre entre les institutions politiques au niveau de province. Lorsqu'on parle de l'autonomie de province, parce que vous savez, sur le plan des répartitions des compétences des organes de l'État, ce sont des ETD. Non, les ETD, ce sont des entités territoriales décentralisées, décentralisées, dotées de leur personnalité juridique et créant une autonomie administrative et financière bien limitée. Mais seulement à la seule différence avec les provinces, les ETD ont une mission administrative. Pourtant, les provinces ont une mission politico-administrative. Comme preuve, au niveau des ETD, il n'y a pas des assemblées au niveau des ETD. Au niveau des ETD, on ne crée pas de loi au niveau des ETD. Mais au niveau de la province, il y a des lois qu'on appelle des édits. Parce que l'Assemblée provinciale est un organe politique qui contrôle l'exécutif provincial. Et au-delà de cela, il y a le principe de la libre administration qui renforce davantage l'autonomie de province. C'est-à-dire, la décision émanant du ministre des Affaires intérieures, M. Chabani, voulant s'interférer aux compétences dévolues aux assemblées provinciales, c'est une violation intangible à la Constitution de la République. C'est une violation. Mais bien sûr. Lui étant maître, comment il doit violer la Constitution? Mais qui vous dit que parce qu'on est chrétien, on ne pêche pas? Est-ce que parce qu'on est avocat, on ne doit pas commettre ça peut être de une décision forfait politique? Non, mais justement, c'est une décision politique parce qu'il a pris une décision en tant que ministre et non en tant qu'un avocat. Peut-être il peut avoir raison pour stopper l'hémorragie. Oui, lui, il a sa raison, mais nous aussi, on a la raison d'analyser sa décision. Et nous disons que sa décision, elle est irrégulière. C'est une décision qui viole les prescrits de la Constitution. Parce que la Constitution définit les cadres en ce qui concerne les compétences dévolues aux provinces, les compétences du pouvoir central et les compétences cumulatives entre les provinces et les gouvernements centraux. Ce n'est pas à lui. Maintenant, si vous interdisez aux députés provinciaux de contrôler comme il se doit les gouverneurs de province, cela voudrait dire un gouverneur peut voler de l'argent, il peut détourner de l'argent, il peut faire ce qu'il veut, et vous interdisez à l'Assemblée nationale de les contrôler ou encore de les sanctionner. Non. Je crois qu'il faudrait revoir cette décision. Il est vrai, les assemblées provinciales aujourd'hui tiennent le gouverneur en état, ce qui ne sont pas une bonne chose, parce que certaines motions, par exemple, sont des motions alimentaires.
Lorsque vous regardez l'objet même de la motion, il n'y a rien de grave. Ce système-là, parlementaire au niveau de province, ça favorise les développements de province ou pas? Il faudrait bien réfléchir sur la question. Parce que d'une part, les gouverneurs de province sont fautifs. Et de l'autre côté, les députés provinciaux sont aussi fautifs. Il faudrait créer de l'équilibre de gestion pour que la province soit mieux gérée. Et non arrêter le travail parlementaire des députés provinciaux pour favoriser la récréation infinie au bénéfice des gouverneurs de province. Ça, c'est quand même inacceptable. Partagez-vous les avis de Congolais? D'aucuns disent que ces derniers devront être votés soit par le petit peuple, comme on fait avec les députés, que d'être élus par les grands électeurs qui sont les députés. Je suis totalement d'accord. Ça fait partie de mes propositions. Il faut que le gouverneur de province... C'est les représentations des provinces. C'est des présidents en miniature au niveau de province. Ils doivent être élus par un suffrage universel direct par le peuple. Vous savez, aujourd'hui... Là, ils ne seront plus déchus. Non, mais parce que, en réalité, ils seront redevables au peuple. Est-ce que vous savez que les gouverneurs de province ne sont pas redevables au peuple? Ou à la limite, s'ils sont redevables au peuple, c'est peut-être au 4e degré. Tenez, un gouverneur qui challenge pour qu'il soit élu gouverneur, il doit être choisi d'abord par son parti politique. Premier niveau, il sera redevable au parti, une fois élu. Un gouverneur, pour être élu, il faut qu'il mette de l'argent pour corrompre les députés provinciaux. Ça, c'est connu. Deuxième niveau, il est effectivement, on sait comment ça se passe. Deuxième niveau, il est redevable aux députés provinciaux. Et même cet argent pour corrompre le député, cet argent ne vient pas de sa poche. À des fois, il n'y a pas Moutou X, à cause de ça avec intérêt. Une fois élu gouverneur, a commis d'abord quota là, boni, faut que ça nyongwa batuna des fagi. Misou badef sarabango ba mituka pour pas sa député provinciaux et ainsi de suite. Ce n'est pas ça ma famille politique tenu ba sarabango. Non, non, qui a dit? C'est Augustin Kabouya qui a donné à monsieur Daniel Bumba de l'argent pour être élu. Alobaki yango. Non, c'est faux. Oh. Ça, ce n'est qu'un discours politique. Comment ça? S'il vous plaît, papa, on se connaît dans ce pays. Na oto yebiso awa que bakano pona kozwa mbongo ezalaka ebele. Awa na Kinshasa, même les Libanais soutiennent les candidats gouverneurs. Les Libanais. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ils ont la batouade visaka mbongo avec intérêt. Moi, je connais un gouverneur où a des fois mbongo et pas moutou fa foot avec intérêt. Jusque là, le foot en côté, mouton a ça la pression. C'est-à-dire, tant on a commis gouverneur, au lieu de sa peuple, et là, liboso, parti est pour Naginga. Il faut n'atindaka. Et mi balé ba député. Ah, ceux qui n'ont pas moindre faux pas, par Olongolanga, il faut alimenter de manière permanente. Il y a misato, mbongo bateau, ma voiture bateau na des faki, il faut na fouta. Et puis un tel gouverneur a servi le peuple quand. Donc, autrement, on peut dire que Bumba, ne faisons pas de la fixation sur Bumba. Non, parce que sur le cas général. C'est avoué publiquement. Non, mais moi, je ne voudrais pas. Je sais que Bumba, c'est un incompétent. Mais je ne voudrais pas entrer dans ces terrains-là pour que Bumba puisse on a place X to Y. Sur le plan général. C'est une réalité générale où les gouverneurs et belé au baza élus. Il est vrai, certains ont été élus de par leur programme, de par leur capacité, parce qu'ils ont convaincu les députés provinciaux. Mais baza mingite, baza moukié. Merci beaucoup, Manik Seyenda. Tout ce qui se passe que lobby m'a embopé à nani à train awanini na tongo to la muki boyo très à onatra et beti pan sèche très ya sika to mon chef de l'état on vous dit qu'il inaugure tra wa koti na train bah ebisio que très on est sali pan sèche mais yango to non mais non on a fait checker on a fait ce qu'on appelle concordance des sources. Non mais est-ce que ebisio que sali pan sèche mais le sexe pan sèche banini Carbri est sous-souté. Oh mais bon. Carbri est sous-souté. Bon, moi je suis pas au courant que ça passe. Banani toilette bouchée. Et Moutou, il s'est plaint, client s'est plaint.
Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que cette société, on a vu récemment, il faut azongi là-bas, activité naïe, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne sais pas. J'ai appris comme vous autres qu'il y a un petit problème. Et après, s'il vous plaît, on parle des petits problèmes parce que les trains s'étaient arrêtés. Et puis après, les trains a démarré et puis comme une destination nango. Bato ba komi et puis bazongi banda kuna bango. Parce qu'ils aiment et puis non. Et loko yo sengeli ko sala. On a 13 ans musikano atteint. OK, na carte na yo d'accréditation en tant que journaliste. Opposé mituna po zuba information sûre. Yo peut commis source d'information pour na bateau ba éviter. Et puis de deux, yo en tant que journaliste il faut na ça l'expérience. Na matana train oyo, na ta la trajet à train on ngenga kotambola. Ba conditions ezali réunies, est-ce que ba toilette ali malamu? C'est ça aussi le travail de nos journalistes. Il faut pas seulement nous on va commencer à vous chasser dans des studios de télévision. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça M. Maïx. Parce que tant que client se plaindre, il n'a pas marché, c'est qu'un client qui a donné l'argent. Mais alors il se plaint. Il se plaint. Na boïté client a se plaindre et plainte il y a client et constituer source d'information pour la bino. Mais bino peut beaucoup quitter sur terrain pour vous avoir information à malade. Non, biso to s'interroger d'abord. Pourquoi très on atra et ben t'as pas ezaki likama ba bongisi likama wana pe train comme une destination bato ba komi na kimia moto moko akufite moto moko abelite bato nyonso ba komi na kimia. Et puis ya malamu pe ya koloba L'olenge à train wana oui que ça fait des années tu dis que train bon capacité na ngoza combien tenatuni na te capacité yango la bité papa mais na lobby tozaki ata le lokote le loto jo ata moko ya mukie ezalaki batterie ezalaki de manière enfin batterie ezalaki na lobby boy lobby tozaki na train ata moko te na qualité wana au côté na train na ba train memara batu na changu te o batu bakangami lokwa ba mbinzo na kati na ko ba train o muto ko voyager en même na ba même standing ya ba train to voyager na ba Belgique na ba France. Et d'ailleurs le confort qu'il y a dans nos trains là train au tambola na Kinshasa Matadi et ça na confort ko ba train belé na Bruxelles na tambola ba train belé na Bruxelles na Paris. Ah ça c'est vraiment besoin bon mais non bon mais papa train à Congo le Bruxelles. Non, yo zo kaka comme Bruxelles hein. Allemagne d'Afrique vraiment na solo donné monisipo. Papa bossa la investigation. Non, tout ça investigation. Ça là-bas, yo moni confort les gens na casa train. Là d'abord c'est que très à Congo na Rwanda. J'étais même surpris de voir non. Moi très à Bongo ezali. Donc yo enfin ça franchement parce que ngana bi mamba train na Kenya so bisinga auto qui mata train. Tout le monde a gagné batterie. Mais ba émission que train za suna ba condition wana. Kende kota la état. Ozali journal longwa na bureau kita na terrain vérifier besoin information. Siko kaka moko wana badsko ba Congolo ba kinda kana changu wana ba finana ne ba minzo wana. Eza yango te kaka kuna ne fo ba tchani. Na lobi boye. To uti na vide to komi na moko. To ko senga to ko na mibale na misato. Yo soka ton manix. Ça peut soka ton. Parce que on a en battant. Mais quand ni yo na lobi ya tezela. Yo za moboti. Est-ce que dans ta maison tu as résolu à résoudre tous les problèmes de ta famille? Non. Il y a certains problèmes, tu dis à ta femme, t'es là, tu as 2026. Parce que moi, ils nous réunissent, on se prépare pour ça. Est-ce qu'on peut manquer la compte d'acheter un train? Il y a et président de la République a moins de na bandeli. Touti na vide. Toi qui n'es l'autre côté. Oui, que ngana vie nga à une certaine période dans la costume moko bien. Niveau non battre la costume on tu ne pouvais pas imaginer. Pose la ga moko. Yangoni na kinana ba fête. Yangoni na kinana ba conférence. Yangoni na kinana ba grand rendez-vous. La ga moko. Pour nous avons un moko. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Toi tu na vide et toi qui n'es l'autre côté. Toi qui na très malongate na standard one. Toi zuyango. Eza pas liboso. Barosa la makasi bazwa pas mi balé. Bazwa train misato. Comme ça il faut desservir na bateau. Et puis ezaka likambo 30. Il faut que tu l'appelles likambo ba qualité à chemin de fer. Chemin de fer aux depuis époque coloniale.
Il faut tout refaire pour que le train tambola dans les conditions essentielles. So, ça demande le moyen, l'État a des moyens. Que chaque secteur de la vie nationale est à priorité. Na lobby, oui, na boité. Mais chaque secteur de la vie nationale est à priorité. Merci beaucoup, Manix Yenda. Moya Souka, Soukozan Lokaroloba, Tokominasuka. Même si si je m'en taille l'équipe, mais on a coupé sur le bas Souka, Soukozan Loba. On a yo au tia elika mbogo e changer. Mbogo e changer. E changer. On senga na yo. Naneni. Yelinga adena tuna mambata. Non mais soko tuninga pe obongsa vino kan. Pesa nga date précise. Non. Pas problème tout za nango ya vina obongsa on kan. Mbogo za na banque en fait. Mbogo za na banque. Mbogo za na banque. Visa bakati. Mbogo za na banque ba c'est un mot d'ordre. Ah non, yo. C'est ça un mot d'ordre. Bon, on nous est déjà. La vie nanga, c'est quoi qu'on a l'état. Parce que ma l'état bon c'est na banque. Au fait, minéraux zali. Si on peut ça, s'il vous plaît. Si on peut ça par exemple, on a et ça rapporte na mais mon compréhension beaucoup plus facile que les bamboka nyonso bazara na pas besoin. Même ceux qui na Dubaï awa. Bah qu'on travaille sur comment adapter Dubaï à l'horizon 2030. Parce que basali ba projection na bango ba moni que ma kokyo bazana ngo lelo et simbité. Na hôtel kota la cartographie par exemple ya mobilité à niveau ya Dubaï. Dubaï atali que ba visiteurs, ba touristes ba comme tellement ébélé. Dubaï ba ko travailler pour que na 2030 2035 ba créer ba ko benga ba transport volant. Transport ko tambo alikolo. Ba prévoir. C'est-à-dire que biso to kosenga pe na mboka na biso. To comme na dimension ya état producteur, état planificateur et puis enfin état protecteur. Merci beaucoup Manix Yenda, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Merci beaucoup très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous, pas pour moi mais pour vous, Monsieur Manix Yenda, avocat ici en République démocratique du Congo, mais aussi un acteur politique. Restez toujours branchés, commentez, likez, restez toujours en train de suivre l'émission au service de la nation. Écrivez-nous vos propositions. Au revoir.